Hey, je suis super contente de tourner cette vidéo parce qu'on se retrouve pour la suite des épisodes de ma série de vidéos consacrées à mes mangas préférés, parce que c'est impossible pour moi de présenter en une seule vidéo tous les mangas que j'adore d'amour, sinon ça durerait une éternité. Du coup j'avais décidé de découper en plusieurs épisodes où à chaque vidéo je présente 3 ou 4 de mes mangas préférés. Cette vidéo là c'est la deuxième de cette série. Je vous invite à aller voir le premier épisode, la première vidéo, parce que ça présente des mangas, enfin je présente, pourquoi je dis ça présente, c'est moi qui présente. Je présente des mangas qui me sont beaucoup vraiment très chers. C'est la même chose pour cette deuxième partie. J'essaie de mélanger un peu tous les genres. Vous allez retrouver par exemple du sport, du drame, de l'humour, de l'aventure. Voilà, j'ai très hâte et on commence tout de suite. On commence avec l'une de mes toutes premières séries de mangas que j'ai découvert dans ma vie. C'est un shoujo, mais ce n'est pas un shoujo comme on pourrait le définir de manière classique aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt une histoire d'amour. Non, c'est beaucoup plus que ça et je préviens tout de suite, je pourrais pas rendre justice à l'humanité profonde, merveilleusement poignante et émouvante de ce chef-d'œuvre là, vraiment. Je voudrais parler de Fruits Basket de Natsuki Takaya. Alors en gros on suit Toru qui est une adolescente qui vient de perdre sa mère. Elle va vivre chez son grand-père, mais la maison de son grand-père doit être rénovée. Son grand-père peut aller vivre temporairement chez sa fille. Chez sa fille en fait il n'y a pas assez de place pour accueillir Toru, et Toru elle pourrait demander à sa meilleure amie de l'héberger temporairement, mais comme elle a peur de déranger, elle s'est dit ok d'accord, ça c'est une épreuve pour tester mon indépendance, mon autonomie, vas-y let's go, je vais faire, je suis une battante. Et du coup elle décide d'aller vivre sous une tente avec pour seule compagnie la photo de sa maman. Là où elle a planté sa tente, c'est sur un terrain qui appartient à la famille des Soma. Suite à un glissement de terrain qui a complètement détruit son nouveau et très cher foyer, Toru elle va finir par aller vivre chez les Soma, c'est-à-dire avec un homme qui fait figure de tuteur, et Yuki qui est son camarade de classe, et plus tard avec un autre jeune homme qui va arriver. Et très rapidement elle va apprendre que cette famille là, qui est assez grande et qui est plutôt plus un clan qu'une famille, cache un secret assez ouf. Ils sont hantés par les animaux du zodiaque chinois, et en fait dès qu'ils entrent en contact physique appuyé avec quelqu'un du sexe opposé, c'est-à-dire genre ils font un câlin ou ils s'embrassent, ils se transforment en leur animal. Progressivement Toru va se plonger, va s'immerger dans tous les secrets qui hantent ce clan, qui hantent cette famille. C'est plus qu'une romance, ça peut être considéré comme une histoire d'amour, mais amour avec un grand A parce que ça aborde toute forme d'amour. C'est surtout une histoire de vie. Cette œuvre offre une richesse thématique mais vraiment forte et vraiment fouillée. Je suis allée voir sur internet une petite liste de thèmes qu'on peut retrouver dans Fruits Basket parce que je suis une caca pour réussir à, je sais pas, définir les thèmes, même si je les vois, mais il y en a tellement dans ce genre d'œuvre par exemple que tout m'échappe et je sais pas quoi dire. Je suis en mode alors oui ça parle de trauma, voilà. Par exemple sur le site de la BD Tech, ça parle de la mort, ça parle de la solitude, ça parle de la perversion psychologique, ça parle du fait de se reconstruire après des traumatismes, ça parle des liens familiaux notamment entre la mère et son enfant, ça parle des secrets de famille, ça parle du dilemme entre le devoir que t'as vs tes aspirations, ça parle de la peur de l'abandon, ça parle du passage vers l'âge adulte, ça parle de la culpabilité, ça parle du deuil. Voilà, c'est très riche. Et même si au début ça peut paraître peut-être un peu niais, un peu trop gentillé, détrompez-vous parce qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont abordés de manière pas détournée, de manière assez violente, et s'ensuit également l'impact psychologique sur un personnage qui est vraiment bien développé de manière réaliste, de manière pertinente, de manière très juste. On a donc des personnages qui sont torturés et ils sont terriblement humains à travers leurs sentiments, qui sont parfois doux, qui sont parfois violents envers eux-mêmes. Et personnellement j'ai pleuré pour quasi chacun d'entre eux tellement ils m'ont profondément émue, tellement leurs doutes, leurs souffrances m'ont parlé, m'ont touché en plein cœur, tellement leurs paroles également font réfléchir. C'est un récit qui est empreint également de tolérance, avec ces touches d'espoir qui est né de réflexions propres aux personnages, de leur évolution, mais également de relations hyper fortes. Il y a de la romance, voilà, si vous êtes intéressé par ça, il y a de la romance, mais également des amitiés fortes, des familles recomposées, des familles qui ont été détruites mais qui tentent de s'offrir une nouvelle chance. Et par exemple, quand j'ai dit au début que ça semblait un peu niais, c'est aussi par rapport à l'héroïne, parce qu'au début l'héroïne Toru, elle a l'air un peu le cliché d'héroïne de shoujo qui voilà, qui est un peu niaise, un peu naïve, tout ça, mais non, parce que les racines de sa gentillesse viennent également d'un bagage psychologique, d'un fardeau
traumatique, assez lourd également. Du coup c'est super intéressant et c'est super poignant de découvrir tout ça parce que aucun personnage n'est juste gentil, ils ont tous leur part d'ombre, mais c'est ça qui les rend tellement humains et que également tu peux te reconnaître en eux. Enfin vraiment il y a eu des parts de moi où je me reconnaissais dans leur lutte intérieure et ça rendait le récit, l'expérience de lecture vraiment bouleversante. Pour moi c'est un récit où tu rends le cœur assez léger parce qu'il y a quand même des touches d'humour, voilà c'est assez drôle, c'est assez doux, assez attendrissant parfois, mais t'en ressors la gorge nouée, les entrailles comprimées d'émotions. Vraiment j'ai vécu mais 1 milliard d'émotions avec cette saga et je peux que vous conseiller vraiment si vous voulez ce genre de récit juste terriblement humain, vraiment qui aborde la psychologie humaine de manière frontale et en même temps de manière parfois poétique et de manière très mélancolique et poignante et amère parfois, mais avec cette touche de tendresse et d'amour mais qui te foudroie, qui te poignarde en plein cœur. Et personnellement je vous conseille le manga parce que c'est le format le plus complet. Il y a également l'adaptation de 2001 mais c'est une adaptation qui adapte pas tout le manga et ça a également modifié la fin, et là en 2019 ils ont réadapté le manga en anime et je vous conseille vraiment cette adaptation parce que c'est fidèle au manga et avec ça il y a le doublage, il y a les OST, il y a l'ambiance et l'animation qui est magnifique, qui rend honneur à la poésie de certaines scènes. Et en fait au début quand j'avais vu le graphisme de la nouvelle adaptation de 2019 j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression que il serait peut-être pas si capable que ça pour respecter la noirceur de certaines scènes. Voilà, parce qu'il y a des scènes vraiment c'est oppressant vraiment, mais au final ils sont vraiment bien débrouillés. Du coup je conseille soit le manga, soit l'anime, soit les deux. Ensuite, je vais vous présenter un manga de sport, de volleyball. Partez pas parce que même si vous aimez pas le volleyball, même si vous connaissez rien au volleyball, même si vous aimez pas le sport, vous allez quand même aimer ce manga. Et ces paroles-là viennent du cœur de la personne la moins sportive ever. Vraiment, je déteste le sport, mais ce manga-là, ça m'a donné envie de faire du sport parfois, vraiment parfois. Il y avait des moments où j'avais fini un match et du coup j'allais courir dehors alors que je n'aime pas courir, mais juste parce qu'il y avait tellement d'adrénaline enfouie en moi que je devais déverser. Il s'agit de IQ de Haruichi Furudate, ici publié chez les éditions Kazé en partenariat avec la Fédération française du volleyball. On suit Hinata Shoyo qui au début il est au collège et son idole est un joueur lycéen de volleyball qui a réussi à devenir assez populaire malgré sa petite taille, ce qui peut être handicapant dans ce genre de sport où ça privilégie plutôt les gens de grande taille. Et inspiré par ça, Hinata va s'inscrire dans le club de volley de son collège, mais il est le seul membre de l'équipe masculine et du coup avec ses maigres ressources il va essayer de s'entraîner, de progresser, mais malheureusement et évidemment il va se faire défoncer lors de son premier match compétitif. Il intègre le lycée Karasuno et il est déterminé à vraiment intégrer une bonne équipe de volleyball, à faire ses preuves, à bien s'améliorer, mais là-bas il va retrouver son rival de son premier match où il s'était fait défoncer, Kageyama. Avec cette rivalité entre eux, avec leur équipe de volleyball, vont essayer d'intégrer les nationales. Pour moi c'est vraiment l'un des mangas les plus rafraîchissants que n'importe qui peut lire, que vous aimez le sport ou pas. Les personnages, l'ambiance, c'est tellement chaleureux qu'on se retrouve naturellement impliqué dans leur aventure et chaque match a son lot de plot twist, de rebondissements, de glow-up, de personnages, d'émotions, de hype, de stress, et les matchs ils sont retranscrits comme si tu regardais un match en vrai, dans la vraie vie, et ça reste tout aussi passionnant, tout aussi captivant sans utiliser d'artifices exagéré qu'on retrouve un peu dans les mangas de sport et tout. Vraiment ça reste réaliste dans la vraie vie. Je crois que même quand tu regardes un match de volleyball c'est hyper badass aussi. Alors également dedans c'est méga stylé, ça te fait ressentir de l'adrénaline, c'est génial. Tu sais au début tu peux te dire ouais c'est juste un club de volleyball, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, mais en fait tu finis par suivre l'aventure de cette équipe qui est tellement attachante, comme si ta vie en dépendait en fait, comme si c'était toi qui voulais accéder au national, comme si c'est toi qui étais en train de perdre, de gagner, et c'est tellement immersif. Et le charme en plus je trouve c'est que pratiquement toutes les équipes ont leur potentiel pour être attachants, genre même si on suit l'équipe principale de Karasuno, parfois on a quand même un petit pincement au cœur quand on voit l'équipe adverse qui est vaincue, qui perd, qui peut plus aller loin, qui peut plus jouer. Au niveau des personnages ça crée également des dynamiques rafraîchissantes, que ce soit au sein de l'équipe principale mais également entre les équipes elles-mêmes, parce que il y a des moments
moments où elles coopèrent pour s'entraider, à s'améliorer, à progresser. C'est une rivalité qui est saine, qui est hyper rafraîchissante. Il y a que de bonnes vibes, il y a des amitiés, il y a des dynamiques qui sont juste trop attendrissantes et ça prend le temps de les développer. Ça participe à l'aura qui te fait te sentir tellement à l'aise dans l'univers. Les personnages, ils apportent tellement de joie et de bonne humeur dans ta vie. Ils ont toute une personnalité haute en couleurs et même les personnages qui ont l'air les plus sérieux, ils ont un côté un peu plus tendre. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont une personnalité riche, mais toutes les subtilités de leur personnalité ne sautent pas aux yeux dès le premier visionnage ou dès la première lecture. Et c'est pour ça que je prends plaisir à re-regarder IQ parce que du coup, je remarque des petites subtilités qui m'ont échappé avant, des petits détails, et j'adore les petits détails au niveau de la construction des personnages et ça enrichit encore plus de manière tellement naturelle leur personnalité, leurs habitudes, leur mode de vie, etc. Et évidemment, comme les mangas de sport, c'est très inspirant même en dehors du volleyball parce que leur motivation pour progresser dans le volleyball, la passion qui les anime pour se dédier autant dans un sport, ça t'anime également dans la vraie vie pour tes propres objectifs, pour comment tu peux persévérer, comment tu peux te surpasser. Et la fin, c'est l'une des fins les plus satisfaisantes dans les shonen parce que il y a pas mal de shonen où ils ont dû rusher la fin à cause de la pression des maisons d'édition, alors que dans IQ, vraiment, ça a vraiment pris le temps de développer le destin des différents personnages, ce qu'ils sont devenus, et ça fait tellement du bien parce que voilà, ils ont tous pris des chemins différents, c'est hyper rafraîchissant de voir ça, et vraiment c'est une fin, elle est limite inspirante, elle fait tellement du bien. Je vous conseille l'anime parce que les OST, vraiment Yuki Hayashi, le best, il est incroyable, l'animation qui peut être ouf, les seiyuu, etc. Mais je conseille également le manga parce que le graphisme, ça s'améliore vraiment, c'est magnifique, c'est badass parfois, c'est absolument génial. Voilà, je vous conseille vraiment ce manga, ça peut vous faire passer tellement un bon moment, tellement rafraîchissant, c'est que de bonnes vibes, c'est génial. Après il y a aussi des moments où j'ai pleuré, mais voilà, ça ne tient qu'à moi, quoique non, il y a quand même des moments, voilà, il y a personne qui meurt, mais il y a des moments où tu te dis, l'auteur, voilà, il a quand même son petit tempérament sadique. Bref, voilà, je vous conseille tellement. Ensuite, je voudrais vous conseiller l'un des animes, voire l'anime le plus hilarant que j'ai vu. Tout est disponible sur Netflix. Il s'agit de Saiki Kuso no Psinan. On suit Saiki qui est un adolescent qui a des pouvoirs surnaturels qui le rend vraiment surpuissant. Mais lui, son principal but dans la vie, c'est de vivre une vie normale. Du coup, il va cacher ses pouvoirs dans cette optique-là. Mais malheureusement pour lui, il a un talent pour attirer les gens les plus what the fuck, et du coup ça va mettre à l'épreuve son désir d'aspirer à une vie banale. La force de cet anime là, c'est que ça joue avec tous les clichés des mangas pour en faire des personnages, pour en faire des scènes parodiques hyper hilarantes qui sont délivrées dans un rythme humoristique très soutenu. Vraiment, ça enchaîne les gags assez rapidement, tu sais jamais quelle connerie va te tomber dessus, mais c'est pas lourd, le rythme il est vraiment bien géré et t'as pas le temps de te souffler, t'as pas le temps de t'ennuyer. Les personnages ils sont exagérément clichés, vraiment c'est tellement parodique. Genre t'as un mec, il se prend pour le mec hyper ténébreux, tu sais, à la façon Sasuke, avec un passé lourd, une organisation maléfique qui a ses trousses parce qu'il détient un pouvoir secret ou quoi, alors que non, en vrai c'est juste un gros fragile mythomane. T'as une meuf, c'est la populaire du lycée, c'est un ange hyper belle, hyper gentil avec tout le monde, mais à l'intérieur c'est une hypocrite, et tous ceux là, ils sont juste tellement drôle, c'est tellement absurde, mais c'est absolument génial. Tu te dis putain, mais ça joue tellement bien avec les codes du manga mais de manière parodique. Et Saiki, c'est un héros que je trouve génial à suivre. Déjà, je trouve qu'il a un charisme parce qu'il a la voix de Rivai dans SNK, vous savez le seiyuu Kamiya Hiroshi, je crois, genre lui c'est un dieu en doublage. Ensuite il est badass parce que ses pouvoirs juste ouf, et ce que j'adore aussi, ce qui me touche chez lui, c'est que petit à petit il va quand même s'attacher malgré lui aux gens qui l'entourent, un peu comme un tsundere, il va les aider en mode un peu désintéressé, comme si voilà ça le saoulait et tout, alors que rien ne t'oblige mec, c'est juste que t'es trop gentil, c'est juste que tu les apprécies, que tu les aimes et tu veux pas te l'avouer, et c'est trop mignon. Et également il est touché de voir qu'il y a des gens qui apprécient, qui recherchent sa compagnie, alors que tu sais lui c'est quelqu'un de très réservé, il fait pas forcément d'efforts pour aller vers les autres, il parle jamais, il est très introverti. Du coup c'est quelque chose qui me touche parce que je suis introvertie également, et voir qu'il y a des gens qui, même si t'es comme ça, il y a des gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, qui veulent passer du temps avec toi et qui s'amusent avec toi, ça m'attendrit trop. Et du coup progressivement tu t'attaches à ces personnages qui sont au premier abord assez comiques, mais humainement parlant ils sont également attendrissants, tu t'attaches à des moments d'amitié trop mignons.
et à l'ambiance chaleureuse. J'adore ce genre d'anime qui au début tu passes juste un bon moment, t'es là en train de rire et tout, et en fait ça se révèle assez émouvant et ça peut également te faire chialer. Enfin moi personnellement je suis fragile, du coup je chiale parce que voilà, l'amitié qui unit Saiki avec les autres, c'est développé d'une façon naturelle, c'est trop mignon. Du coup je conseille une nouvelle fois un anime qui peut vous faire passer de bons moments, qui est hyper rafraîchissant et voilà. Et enfin, je vais vous parler d'une œuvre, ça m'intimide beaucoup d'en parler parce que c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre tellement immense, tellement riche. Je vais juste en parler brièvement, je vais pas rentrer dans tous les thèmes, je vais pas faire preuve d'analyse spécialiste ou quoi parce que je ne suis pas du tout une spécialiste, je suis juste une fan de cet univers-là. Une fan qui a été bouleversée, qui a vibré avec cette expérience de visionnage, que dis-je, cette expérience de vie carrément. Je voudrais parler de toute la saga de JoJo's Bizarre Adventure, du dieu Araki, voilà, Araki-sama, je l'aime. En plus, je crois qu'aujourd'hui, là, c'est son anniversaire, enfin à l'heure où je tourne, le 7 juin 2023. Pour ceux qui savent pas, là, c'est pas le premier tome, c'est le tome 16, mais de la partie 5 de toute la série de JoJo. Mais regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Bref, bon j'avoue, moi j'ai pas lu le manga, j'ai regardé surtout l'anime. La série de JoJo suit le destin de toute la lignée de la famille Joestar et chaque partie suit un membre de la famille, en général de la génération suivante. Et le surnom JoJo, ça prend la première syllabe du prénom de la personne et du nom de famille des Joestar. Alors je pourrais pas donner un résumé global parce que chaque partie a son histoire, a ses caractéristiques au niveau de l'univers. T'as l'impression que tu lis différentes histoires inspirées de différents éléments de pop culture, genre la première partie qui est la plus courte, on dirait un truc de Dracula, il y a un truc avec la mafia italienne, il y a un autre truc, on dirait un thriller policier dans une petite ville. La première partie, c'est une introduction, il y a que 9 épisodes, c'est la plus courte, mais il y a des gens qui ont abandonné en mode ah d'accord c'est ça JoJo, j'arrive pas trop à accrocher au délire, bon je vais abandonner, il faut pas. Parce que moi personnellement j'avais arrêté dès le premier épisode, mais c'est pas du tout représentatif, c'est juste les bases pour montrer un peu le délire et c'est la suite qui montre le potentiel de JoJo, la richesse incroyable. Après je dis pas que la première partie elle est pas riche, hein, vraiment je pense qu'il y a matière à développer également dessus, mais en matière d'appréciation à mon sens c'est vraiment à partir de la partie 2 que vraiment c'est trop fun à suivre. Personnellement c'est à partir de la partie 3 parce que la partie 3 introduit le système de magie en quelque sorte officiel de JoJo qui est tellement populaire, c'est celui des stands, les stands qui sont des incarnations physiques, des attaques énergétiques propres aux utilisateurs de stands et ils ont différents pouvoirs. Ça fait écho de manière tellement captivante à la créativité de l'auteur. Enfin, je trouvais ça super intéressant de voir les différents types de pouvoirs, comment ils pouvaient voilà interagir entre eux dans les combats. Alors c'est difficile de rendre hommage à JoJo surtout en parlant seulement brièvement, mais pour moi JoJo c'est une expérience à vivre, c'est une culture, voilà, c'est une culture à en parler. Quand je regardais JoJo et après ça je voyais des références à JoJo de partout, je devais toujours ramener des trucs à JoJo, je pouvais pas m'en empêcher, j'étais insupportable, quoique là aussi je suis insupportable parce que je fais la même chose avec One Piece, mais bref, t'es addict à JoJo, tu vois le monde à travers les yeux de JoJo, tellement JoJo c'est un univers riche avec tellement de références, tellement d'écho avec la vie réelle, t'as tellement de thèmes qui rendent l'analyse de l'œuvre hyper intéressante à exploiter, notamment à travers le destin, parce que tu vois là on suit le destin des Joestar, où il y a plusieurs parallèles, plusieurs échos entre les générations à relever. La partie 5 pour moi c'est ma préférée, vraiment je me suis tellement éclatée, c'était vraiment la partie où je me suis dit ok JoJo c'est ma vie, ça m'avait pulvérisé mais à un degré inégalable, genre ça contient mes personnages préférés, mes stands préférés, il y avait des combats mais absolument épiques, qui mêlaient stratégie, qui mêlaient émotion, hype et badasserie, t'as des dynamiques de personnages mais qui m'ont tellement bouleversée, qui m'ont attendri, qui m'ont brisé le cœur, enfin c'était incroyable, t'as des moments mais encore une fois bouleversants, t'as des moments, c'est d'une épicness, c'est absolument génial. Les OST, tout était mythique. J'adore également la partie 4 parce que la partie 4 en gros tu te situes dans une petite ville où il y a des meurtres qui se perpétuent. Le but c'est de pouvoir attraper le meurtrier et c'était tellement haletant. Le méchant il apparaît surtout à la moitié de la saison, il y a 40 épisodes dans la saison, il apparaît vers le 20e épisode et à partir du 20e quand il est apparu je pouvais plus m'arrêter. Vraiment je crois que j'ai dévoré les 20 épisodes
en un jour, tellement ça me tenait en haleine, tellement je me demande mais comment ils vont réussir à l'attraper. Même si les parties elles sont indépendantes parce que ça suit différents personnages, je vous conseille quand même de regarder depuis le début pour apprécier toute la richesse, tout le charme de Jojo, également apprécier les développements des personnages parce que parfois il y a des personnages qui reviennent, notamment par exemple à des Jojo qui quand ils meurent pas, ils reviennent dans les autres parties, du coup c'est cool de les revoir comme ça. Bref, que dire de plus, si vous voulez une aventure absolument originale, unique, époustouflante, lisez, regardez Jojo, c'est une dinguerie totale, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, génial. Voilà, j'ai fini de présenter ces 4 mangas qui me tiennent vraiment à cœur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, même si c'était des genres qui vous parlent pas vraiment, ça a un peu attisé votre curiosité. Si vous avez d'autres mangas à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt, j'espère, pour la suite de mes mangas préférés. À bientôt, peut-être, je sais pas. J'espère. Salut!